Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Chosville à l'antenne. Toujours ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Dans cette torpeur estivale, l'actualité malgré tout continue à être préoccupante, même si les incendies en France ou d'autres événements moins graves contribuent à nous faire un peu oublier cette brûlante actualité. Alors aujourd'hui, j'ai deux cris d'indignation à pousser. Comme vous le savez, chers amis, je suis convaincu que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes devrait toujours prévaloir. Or, l'actualité quotidienne nous prouve que le droit des peuples est constamment bafoué, piétiné. Je vais commencer par un premier exemple. Le corridor de Latchine. Peut-être que cela ne vous dira rien, même si je le dis avec son nom arménien, c'est le corridor de Berdzor. Le corridor de Latchine étant le nom azerbaïdjanais. Mais c'est comme ça qu'il est internationalement connu. Le corridor de Latchine, c'est une route magnifique au point de vue paysage que j'ai eu la chance de pouvoir emprunter à la fin de l'année 2020 pour me rendre au Haut-Karabakh, en Artsakh. Une route de haute montagne. On voit les sommets enneigés, on traverse des cols, c'est magnifique à tout point de vue. Sauf que lorsque je l'ai traversé, c'était juste après la tragédie de la guerre de 44 jours, qui s'est soldée par un cessez-le-feu le 9 novembre 2020, qui a vu une grande partie de l'Artsakh être soit repris, soit restitué dans les semaines suivantes à l'Azerbaïdjan, et l'exode de populations. Des populations qui pourtant vivent sur ce sol depuis 2000, 3000, 4000 ans, je ne sais pas. Alors que les Azéris sont des Turcs en fait, et les Turcs, comme chacun sait, sont venus d'Asie centrale beaucoup plus tard. Je dirais qu'ils sont même arrivés relativement récemment si on compare leur arrivée avec l'ancienneté de la présence arménienne sur ces terres du Caucase du Sud. Donc, une grande partie de la population arménienne de l'Artsakh a perdu ses terres à l'issue de ce conflit de 44 jours. Souvenez-vous, les rares images qu'on a pu voir à la télévision, on pouvait même voir des gens brûler leur maison parce qu'ils ne voulaient pas que leur maison soit utilisée par les Azerbaïdjanais. On a même vu pire, on a vu des gens déterrer les cercueils de leurs proches, de leurs parents, de leurs enfants, de leurs conjoints, pour emmener les cercueils, parce qu'ils savaient que les tombes surmontées de croix allaient être profanées. Et ils ont donc mis les cercueils à l'arrière de camions pour se diriger vers l'Arménie. Alors, j'ai souvent parlé de l'Artsakh ou du Haut-Karabakh sur ces ondes. Je rappelle malgré tout que par la grâce, ou plutôt par la disgrâce de Staline, le Haut-Karabakh est devenu une enclave au milieu de l'Azerbaïdjan, et à l'époque de l'URSS, c'était censé être une entité autonome, qui n'avait d'autonome que le nom. Parce que sous l'Union soviétique, l'autonomie, ça ne voulait pas dire grand-chose, puisque c'était le soi-disant centralisme démocratique, où tout était décidé par le comité central du PCUS à Moscou. Mais Staline, dans son esprit machiavélique, qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait à être divisé pour régner. Lui-même d'origine géorgienne. La Géorgie est une autre république de cette région du Caucase. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a semé
des germes de discorde pour être sûr que l'emprise communiste, l'emprise bolchevique perdure en faisant jouer les rivalités entre Azéris et Arméniens. Et c'est comme ça que l'Artsakh s'est retrouvé être une petite enclave qui n'avait plus de lien terrestre avec l'Arménie. Cependant, il y a une route, c'est ce fameux corridor de Latchine, qui est une sorte de cordon ombilical qui va de l'Artsakh à l'Arménie. Cette route passe dans ce qui est officiellement le territoire azerbaïdjanais, et à l'issue donc de la guerre de 44 jours, tous les territoires qui entouraient l'Artsakh sont repassés sous la coupe de l'Azerbaïdjan, et une partie de l'Artsakh proprement dit d'ailleurs même a été repris militairement par les Azéris. Mais une des clauses du cessez-le-feu prévoyait qu'il y aurait la libre circulation entre l'Arménie et l'Artsakh par le fameux corridor de Latchine. Alors lorsque je suis passé par ce corridor, je dois avouer que je n'ai pas vu grand monde, c'était encore assez désert, c'était quelques semaines seulement après la guerre, et j'ai traversé plusieurs localités qui étaient assez désertes, dont la localité de Berdzor, ou Latchine. Alors au début du mois d'août, c'est passé complètement inaperçu, à cause de la guerre en Ukraine, à cause des incendies, je ne sais quoi d'autre. L'Azerbaïdjan a lancé une attaque qui s'est soldée par la mort de plusieurs militaires et civils arméniens, ou artsakiotes, et ce qui leur a permis de reconquérir ou de conquérir tout court, certaines localités de l'Artsakh. Je rappelle que le corridor de Latchine et l'enclave de ce qui reste de l'Artsakh est censé être protégé par des casques blancs russes. Moi-même, je les ai rencontrés, ces soldats russes. C'est la force d'interposition entre armée azérie et force de défense de l'Artsakh. Et c'est ce qui a permis à l'Artsakh de subsister jusqu'à présent sur un territoire amoindri. Et donc ce sont ces forces de maintien de la paix russes qui assurent la sécurité de la circulation sur le corridor de Latchine, ce qui n'a pas empêché certains incidents, avec des tirs sur les véhicules arméniens ou artsakiotes qui passaient sur le corridor. Mais à la suite des incidents dont je viens de parler, des incidents meurtriers dont je viens de parler, l'Azerbaïdjan a donc fait pression pour récupérer les localités qui se trouvent le long du corridor. Et la loi du plus fort étant toujours la meilleure, l'Artsakh a été obligé de dire aux derniers habitants arméniens ou artsakiotes qui vivaient dans ces localités qu'il valait mieux évacuer parce que les Azerbaïdjanais allaient en reprendre le contrôle effectif. Et c'est ainsi que le 18 août prochain, 18 août à 11h, se tiendra la dernière liturgie arménienne dans l'église de la Sainte Résurrection de Berdzor, car le 25 août, elle sera remise aux Azerbaïdjanais. Alors on a vu la répétition des mêmes scènes que celles que je décrivais tout à l'heure, des habitants sur leur terre ancestrale contraints de brûler leur maison pour qu'elles ne tombent pas aux mains de l'occupant et prendre la route de l'exil, mais c'était réellement un déchirement. Imaginez des gens dont les aïeux vivent sur cette terre depuis 2500 ans ou plus, contraints d'abandonner leur terre ancestrale. Le président Aliyev, de son côté, Aliyev c'est le dictateur de l'Azerbaïdjan, fils de dictateur et dictateur lui-même, n'a pas caché ses intentions. Je vais citer quelques-uns de ses propos tenus à la télévision azerbaïdjanaise il y a peu de temps, il y a quelques jours. Je le cite. « Les Arméniens vivant dans le Karabakh doivent prendre les mesures qui s'imposent.
Ils doivent comprendre que leur avenir dépend de leur intégration dans la société azerbaïdjanaise. Nous vivons dans la réalité. Du point de vue géographique, économique et historique, le Karabakh est une partie inséparable de l'Azerbaïdjan. Je le cite à nouveau, parce que les Arméniens vivant au Karabakh n'auront aucun statut, aucune indépendance, aucun avantage. Ils vivront comme tous les citoyens de l'Azerbaïdjan. Leurs droits seront protégés de la même manière que les droits des citoyens azerbaïdjanais et des peuples vivant en Azerbaïdjan. Alors ça, c'est des belles paroles, hein, c'est la dernière partie. Mais les images que l'on voit, des images tournées par les soldats azerbaïdjanais eux-mêmes, qui se filment avec leur téléphone en train de briser les Rajkar, ces magnifiques stèles arméniennes sculptées représentant des motifs tournant autour de la croix, vandalisant des tombes arméniennes, encore récemment dans les zones qu'ils ont repris au début du mois, ça prouve que, comme Mussolini le disait à l'égard de la Corse, Aliyev veut la cage, mais il préfère que les oiseaux s'en aillent. Il veut la cage, mais pas les oiseaux. Et donc les Arméniens ne sont pas fous, les habitants de l'Artsar. Même si c'est un déchirement, ils préfèrent partir plutôt que de risquer leur vie, tout simplement, puisque l'armée azerbaïdjanaise s'est illustrée avec des meurtres de civils. D'autant que le président Aliyev a également dit que, de toute façon, dans les zones reconquises, les Arméniens qui y vivent sont certainement des colons arméniens qui ont profité de la présence de l'armée arménienne dans cette zone pour s'installer et que donc ils seraient jugés en tant que criminels de guerre. Dire ça à des gens qui vivent sur cette terre depuis 2500 ans ou 3000 ans, n'est-ce pas? Et donc, c'est à nouveau l'exode, mais un exode qui passe complètement inaperçu à cause, je n'hésite pas à le dire, à cause de la guerre en Ukraine. D'autant plus qu'en Ukraine, de manière tout à fait manichéenne, on nous présente les Russes comme les méchants et les Ukrainiens comme un vaillant peuple héroïque. Et là, dans la situation dont je vous parle, ceux qui protègent les Arméniens dans cette zone disputée du Karabakh, ce sont les soldats russes. Alors naturellement, c'est difficile de faire passer de telles images, c'est difficile de parler d'une telle actualité où les Russes jouent plus ou moins un rôle positif. C'est compliqué, n'est-ce pas? C'est compliqué. Je rappellerai simplement que l'Ukraine, à la fin du conflit des 44 jours de l'automne 2020, l'Ukraine s'était officiellement réjouie de la victoire de l'Azerbaïdjan et que durant le conflit, des bombes au phosphore, des obus au phosphore utilisés par l'Azerbaïdjan avaient été fournis par l'Ukraine. Donc, je ne cherche pas à dire que les Russes ont eu raison d'envahir l'Ukraine, pas du tout. Moi, je soutiens de tout cœur le peuple ukrainien, je soutiens toujours le pot de terre contre le pot de fer, mais tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, dans tout conflit. Comme on dit également très souvent, dans toute guerre, la première victime, c'est la vérité. Et le conflit de l'Ukraine, le conflit de l'Artsar, en sont des illustrations. Voilà donc pour ce premier cri d'indignation, parce que je ne vois pas pourquoi Berdzor, Aravro, Kirinsus, ces localités le long du corridor, devraient être évacuées par la population qui y vit depuis des siècles, des millénaires, et être livrées au plus fort. C'est la loi du plus fort et c'est quelque chose contre lequel je me lève tout le temps, quel que soit le continent, quelle que soit la situation. Un autre cri d'indignation, c'est ce qui se passe à l'est du Congo. Là aussi, j'en parle souvent.
Le secrétaire d'État américain a fait un voyage remarqué il y a quelques jours, qu'il a amené en République démocratique du Congo, où il a rencontré le président Tshisekedi, mais il a également tenu à rencontrer le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, et ça, je m'en suis réjoui, bien sûr. Médiatiser l'action du docteur Mukwege, c'est toujours bon. Et après cette visite au Congo-Zaïre, il s'est rendu au Rwanda. Alors, quand il était au Congo, il s'est déclaré préoccupé par le soutien du Rwanda pour la soi-disant rébellion qui ravage en ce moment le Nord Kivu, rébellion qui a le joli nom de M23. Arrivé au Rwanda, il a rencontré le président Kagame, et là, il a répété la même chose, mais en ajoutant qu'il était également préoccupé par le soutien du Congo pour les FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, qui sont un groupe rebelle censé être opposé au président Kagame et qui survit depuis des décennies presque dans l'est du Congo. J'aimerais bien savoir à quand remonte la dernière attaque qu'ils auraient montée contre le Rwanda. Les premières victimes de ces rebelles, c'est principalement la population congolaise. Et de toute façon, le Rwanda a occupé très longtemps cette zone-là. S'ils avaient vraiment voulu détruire le FDLR, ils l'auraient fait eux-mêmes, manu militari. Or, ils ne l'ont pas fait. Je dirais même qu'ils ont conclu des arrangements avec eux pour pouvoir exploiter conjointement le coltan ou les autres mines du secteur, illégalement bien sûr. Le secrétaire d'État américain a également profité de sa rencontre avec Kagame pour réclamer la libération de M. Rusesabagina, le héros qui a inspiré le film Hôtel Rwanda, qui est un résident américain, puisqu'il vivait aux États-Unis avant d'être illégalement kidnappé lors d'un vol qu'il effectuait entre les Émirats arabes unis, les Émirats arabes unis et le Burundi. Là, son avion avait été détourné vers Kigali, où il avait été arrêté. J'ai oublié de dire qu'il est également citoyen belge. Et donc, depuis maintenant 2 ans, Rusesabagina est prisonnier au Rwanda. Il a été accusé d'avoir eu des liens avec les FDLR ou avec l'opposition armée au président Kagame, alors que Rusesabagina est un homme de paix qui, pendant le génocide des Tutsis, a sauvé de très nombreux Tutsis par son comportement héroïque. Il a risqué sa vie pour eux. Mais le problème, c'est qu'au Rwanda, comme en Azerbaïdjan avec Aliyev, les dictateurs n'aiment pas trop avoir quelqu'un qui leur fasse de l'ombre, quelqu'un qui ait une notoriété internationale. Et c'est précisément ce qu'a toujours Rusesabagina, qui est connu dans le monde entier comme étant un Hutu qui a sauvé des Tutsis pendant le génocide. Et c'est pour ça qu'il a subi l'ire de Kagame et qu'il a été condamné à une lourde peine de prison. Donc, je me félicite du fait que le secrétaire d'État américain est appelé au Rwanda pour la libération de M. Rusesabagina. Mais Kagame, bien sûr, a fait la sourde oreille. Toujours est-il que cette rébellion du M23, dont je parlais tout à l'heure, occupe toujours en toute illégalité une portion du territoire congolais, la zone de Bunagana, que je connais très bien, c'est la zone frontalière des 3 frontières, frontière ougandaise, frontière rwandaise, et Bunagana est donc le poste frontière, c'est d'abord une petite ville, mais c'est aussi le poste frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. J'y ai souvent transité. Eh bien, Bunagana, maintenant, depuis plus d'1 mois, je crois, est toujours occupé illégalement par le M23, et il n'aurait jamais pu s'en emparer s'il n'avait pas eu le soutien tacite
logistique, en tout cas, si ce n'est militaire, du Rwanda et probablement de l'Ouganda également. Car qu'est-ce que c'est que le M23? C'est ce que j'appelle une fausse rébellion. C'est un mouvement créé de toutes pièces par les services de renseignement militaire rwandais, qui est composé de combattants essentiellement Tutsis rwandais, avec peut-être quelques recrues Tutsis congolaises, mais ce sont essentiellement des Rwandais, qui se présentent comme un mouvement de libération congolais, ce qu'ils ne sont pas, et qui sèment la désolation dans l'est du Congo. Je dis souvent que si la République démocratique du Congo était une île comme Madagascar, par exemple, eh bien jamais il y aurait eu des rébellions, de soi-disant rébellions, à l'est du pays ou où que ce soit dans le pays. Les Congolais, malgré toutes leurs difficultés, n'auraient pas pris les armes et n'auraient pas semé la désolation dans leur propre pays. S'il y a des rébellions sanglantes, des gens qui massacrent, des gens qui tuent, des gens qui brûlent, des gens qui pillent à l'est de la République démocratique du Congo, c'est tout simplement parce que cette malheureuse région est frontalière à la fois du Rwanda et de l'Ouganda. Il faut dire les choses clairement, et c'est ce que fait le docteur Denis Mukwege, et c'est ce que j'essaye de dire également, mais j'ai souvent l'impression de prêcher dans le désert, parce que là aussi, depuis 1994, et même avant, on sait qui est Kagame, on sait ce qu'il a fait au Rwanda et en République démocratique du Congo à partir de 1996. On sait qu'il est responsable de la mort de millions de gens au Rwanda et au Congo, et malgré tout, on lui déroule le tapis rouge, y compris à l'Élysée, régulièrement. Et on fait nommer sa protégée patronne de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors vous comprendrez, chers auditeurs, que je m'étouffe d'indignation face à une telle situation. Comment le Hitler africain peut-il être reçu à bras ouverts en Occident? Comment Kagame, qui n'a pas eu de mots assez durs pour dénoncer la France, peut-il être reçu aussi chaleureusement par le président français, après avoir été soutenu par la Grande-Bretagne, par les États-Unis? Rwanda, qui a accueilli le sommet du Commonwealth et dont l'ancienne ministre des Affaires étrangères est patronne de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Cherchez l'erreur. Donc voilà ces deux cris d'indignation que je voulais poser aujourd'hui, deux régions différentes, mais on a affaire à deux dictateurs sans scrupules, Kagame d'une part, Aliyev d'autre part. Aliyev, vers qui on va faire des courbettes pour obtenir du gaz, puisqu'on veut réduire la dépendance à l'égard de la Russie, donc on préfère passer sous les fourches codines d'un dictateur azerbaïdjanais. Et la Grande-Bretagne, de son côté, donne des millions de dollars à Kagame pour qu'elle puisse y expulser ces immigrants illégaux. La morale dans tout cela est victime du cynisme des dirigeants occidentaux, qu'ils soient français, anglais ou états-uniens. Je vous remercie, chers amis auditeurs, pour votre compréhension à mon égard et à mon indignation. Et je vous souhaite une bonne continuation, une bonne semaine. À la semaine prochaine.